Le PDG milliardaire a demandé sarcastiquement des conseils financiers à une serveuse, mais ses tout premiers mots l'ont laissé sans voix. Je prendrai un conseil financier avec un verre d'eau pétillante, lança Léo Dupont, sans même daigner lever les yeux de l'écran lumineux de son smartphone. Manon Dubois s'arrêta, son stylo flottant un instant au-dessus de son carnet de commandes. Après 8 longues heures passées debout au Coq d'Or, le restaurant le plus exclusif de Paris, c'était exactement le genre de client arrogant dont elle n'avait pas besoin. L'air était saturé du parfum des plats raffinés et du murmure feutré des conversations de l'élite parisienne, mais tout ce que Manon ressentait était une profonde lassitude et l'élancement douloureux dans la plante de ses pieds. « Je suis désolé, monsieur. Je ne crois pas que cela figure sur notre menu. » Sa voix, fruit d'un entraînement rigoureux, demeura professionnellement agréable, d'une douceur étudiée, bien que ses yeux bleus se plissent imperceptiblement. Léo leva enfin les yeux, et un bref instant, il fut décontenancé. Il s'était attendu à une serveuse intimidée, effacée, peut-être même un peu craintive face à son aura de pouvoir. Pas à cette jeune femme à la posture impeccable, dont les yeux intelligents l'évaluaient avec un dédain à peine voilé. C'était une blague, dit-il, tapotant sa carte de crédit en platine contre la table en acajou. Le son sec et métallique était une affirmation de son statut. Mais puisque vous en parlez, où investiriez-vous 1 million d'euros sur le marché actuel? Les collègues de Manon l'avaient prévenu à son sujet. Léo Dupont, 33 ans, prodige de la tech devenu magnate de l'investissement, pesant plus de 7 milliards. Il était tristement célèbre pour ses tactiques commerciales impitoyables et sa tendance à se jouer des gens pour tromper son ennui. Honnêtement, elle soutint son regard sans ciller. Je diversifierai. 40% dans des ETF de marchés émergents axés sur les énergies durables, 30% dans des actions de valeur de moyenne capitalisation actuellement sous-évaluées en raison d'une surcorrection du marché, 20% en obligations municipales pour les avantages fiscaux, et je garderai 10% de liquidités pour des acquisitions opportunistes. Le demi-sourire condescendant se figea sur le visage de Léo. Il posa son téléphone, l'écran s'éteignant sur un flot de données boursières. C'est étonnamment spécifique. Ses yeux se rétrécirent, scrutant son visage à la recherche d'une faille. Vous avez mémorisé ça quelque part? Non, monsieur. Juste une opinion. Maintenant, concernant votre véritable commande. Elle garda une expression neutre, son masque professionnel fermement en place. Attendez. Léo se pencha en avant, son intérêt soudainement piqué. L'ennui qui alourdissait ses traits quelques secondes plus tôt s'était évaporé. Expliquez-moi le raisonnement derrière les marchés émergents. Manon jeta un coup d'œil circulaire à ses autres tables, où des clients attendaient. Puis elle reporta son attention sur Léo. J'ai des clients qui attendent, monsieur. Ils peuvent attendre. Maintenant, je suis curieux. Il désigna la chaise vide en face de lui d'un geste impérieux. Asseyez-vous. 5 minutes. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Je pourrais perdre mon emploi. Je ne crois pas, non. Léo balaya la salle du regard, puis fit signe au maître d'hôtel. Nicolas, j'emprunte votre serveuse pour une discussion d'affaires. Un problème? Les yeux de Nicolas Lefebvre s'écarquillèrent. Bien sûr que non, monsieur Dupont. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. À contre-cœur, Manon s'assit, posant son carnet de commandes sur le côté. La nappe blanche immaculée semblait un champ de bataille. C'est inapproprié. Votre conseil en investissement étonnamment sophistiqué l'était aussi. Léo étudia son visage avec attention. D'où ça vient? Une majeure en finance? Quelque chose comme ça. Elle redressa les couverts devant elle, un geste mécanique pour éviter son regard pénétrant. Un DUT, puis un MBA à HEC Paris. Est-ce que ça a de l'importance? Vous avez posé une question pour plaisanter. J'ai répondu. Elle leva les yeux, une lueur de défi dans son regard. Manifestement, vous ne vous attendiez pas à ce qu'une serveuse ait un cerveau. Au lieu de s'offusquer, Léo éclata de rire. Un rire franc et surprenant. C'est juste. Vous m'avez surpris en plein snobisme. Mais maintenant, je suis sincèrement curieux. Il pencha la tête. L'angle des énergies durables est intéressant, mais pourquoi les marchés émergents spécifiquement? Manon n'hésita qu'un instant avant de se lancer, la passion pour le sujet l'emportant sur sa prudence.
Les marchés occidentaux sont sursaturés d'investissements vers qui se disputent des opportunités limitées, créant un effet de bulle. Pendant ce temps, les pays en développement offrent un potentiel de croissance bien plus important avec leurs besoins énergétiques croissants et moins d'obstacles réglementaires. Leurs gouvernements sont désespérés d'attirer les investissements en infrastructures, offrant des incitations fiscales qui augmentent le retour sur investissement d'au moins 4% par an. Les yeux de Léo s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas seulement une information apprise. C'était une analyse pointue, sophistiquée. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, véritablement perplexe. « Juste une serveuse qui s'intéresse à la finance » répondit-elle avec un petit sourire énigmatique. « Maintenant, puis-je prendre votre commande, ou préférez-vous continuer à m'interroger sur mes passe-temps » Léo l'étudia un long moment. Il y avait plus dans cette histoire, bien plus. Mais il reconnaissait un mur quand il en voyait un. Entrecôte saignante, gratin dauphinois aux truffes. Et votre nom? Je voudrais votre vrai nom. Manon Dubois. Et je vais passer cette commande tout de suite, monsieur Dupont. Alors qu'elle s'éloignait, Léo se surprit à la suivre du regard avec un intérêt nouveau. L'efficacité gracieuse de ses mouvements, la dignité tranquille de sa posture, malgré l'uniforme de service. La plupart de ses conquêtes mannequins, mondaines, actrices occasionnelles exigeaient l'attention. Cette femme semblait déterminée à l'éviter. Léo sortit son téléphone et ouvrit une application de messagerie sécurisée. Besoin d'une vérification d'antécédents. Manon Dubois, travaille au Coq d'Or. Priorité. La réponse fut rapide. Je m'en occupe. Rapport préliminaire demain matin. Léo rangea son téléphone juste au moment où Manon revenait avec son eau pétillante. Votre plat arrivera sous peu, monsieur Dupont. Léo, corrigea-t-il. Et merci, Manon. Quelque chose brilla dans ses yeux, la surprise face à cette courtoisie, peut-être avant qu'elle noche la tête et ne passe à sa table suivante. Tout au long de son repas, Léo sentit son attention irrésistiblement attirée par elle. Elle se déplaçait avec une aisance professionnelle dans le restaurant, gérant efficacement sa section tout en détournant avec une grâce subtile le commentaire déplacé occasionnel d'un trader en état d'ébriété. Quand elle apporta l'addition, Léo ajouta un pourboire de 5 000 € à sa note de 300 €. Les yeux de Manon s'écarquillèrent en voyant le montant. C'est excessif. Considérez cela comme des honoraires de consultation pour le conseil financier. Il se leva, boutonnant sa veste de costume. Qui, soit dit en passant, était meilleur que ce que je reçois de la moitié de mon équipe chez Anderson Capital. Je ne peux pas accepter ça. Vous pouvez et vous le ferez. Son ton était ferme, mais pas méchant. Et j'aimerais continuer notre conversation, un jour. Professionnellement. Manon hésita, puis fit glisser le porte-addition en cuir avec sa carte et le reçut sur la table. Je ne pense pas que ce serait approprié. Léo haussa un sourcil. Peur? Son menton se releva légèrement. Prudente. Il y a une différence. C'est juste. Il sortit une carte de visite et écrivit son numéro personnel au dos. Quand vous changerez d'avis, appelez-moi. J'ai une proposition qui pourrait intéresser quelqu'un avec vos talents inattendus. Si, corrigea-t-elle, prenant la carte à contre-cœur. Si je change d'avis. Léo sourit. Croyez-moi, c'est quand. Alors qu'il sortait du restaurant dans la fraîche soirée parisienne, son téléphone vibra avec un rapport préliminaire. Manon Dubois, 25 ans. Antécédents professionnels vérifiés. Formation, un BTS. Rien d'inhabituel. Rapport complet demain. Léo fronça les sourcils en s'installant à l'arrière de sa voiture de luxe qui l'attendait. Cela ne pouvait pas être juste. Personne n'acquérait un tel niveau de perspicacité financière avec un simple BTS en finance. Elle cachait quelque chose, et Léo Dupont avait bâti sa fortune en découvrant ce que les autres essayaient de cacher. « À la maison, monsieur » demanda son chauffeur. « Non » répondit Léo, son esprit toujours fixé sur cette serveuse au cerveau de génie de la finance. « Au bureau. Je dois faire des recherches. » Manon s'appuya contre le mur du vestiaire des employés, fixant la carte de visite de Léo Dupont. 5 000 €. Le montant exact dont elle avait besoin pour les frais de scolarité du prochain semestre. Coïncidence?
Ou savait-il quelque chose? Ça va, Manon? Demanda Chloé Martin, une autre serveuse, en enlevant son uniforme. Ça va. Manon glissa la carte dans son sac. Juste un client étrange. Ce type, le milliardaire qui a monopolisé ton temps? Nicolas était pratiquement en adoration devant lui, dit Chloé en roulant des yeux. Qu'est-ce qu'il voulait? Des conseils financiers, dit Manon avec un sourire ironique. Chloé renifla. Bien sûr. Et moi, je donne des conférences de physique quantique pendant mon temps libre. Les hommes comme ça ne veulent qu'une seule chose des serveuses. Pas cette fois. Manon enfila son manteau usé. À demain. Dehors, la nuit d'octobre était fraîche. Manon marcha 5 pâtés de maison jusqu'au métro, son esprit rejoint l'interaction avec Léo Dupont. Il avait été imprudent de montrer ses connaissances, mais quelque chose dans sa supposition arrogante l'avait piqué au vif. 3 ans de prudence et d'anonymat, potentiellement compromis par 5 minutes d'orgueil blessé. Son téléphone vibra. Un SMS de sa colocataire. Le loyer est dû demain. Tata part? Manon ferma brièvement les yeux. Les 5 000 € couvriraient les frais de scolarité et le loyer, avec assez de reste pour les courses pendant des mois. Mais les accepter semblait dangereusement proche d'établir une connexion qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec une notification d'email qui lui glaça le sang. Concernant votre demande d'aide financière. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Chère mademoiselle Dubois, nous avons le regret de vous informer que votre demande d'aide financière supplémentaire a été refusée. Manon s'adossa à un immeuble, se sentant soudainement prise de vertige. Sans cette aide, même avec le pourboire de 5 000 €, elle ne pourrait pas terminer le semestre. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, le plan minutieux pour reconstruire sa vie. Avant de pouvoir reconsidérer, elle sortit la carte de Léo Dupont et composa son numéro personnel. Il répondit à la deuxième sonnerie. C'était plus rapide que prévu. Manon ravala sa fierté. J'aimerais entendre cette proposition. Excellent. Elle pouvait entendre la satisfaction dans sa voix. Êtes-vous libre demain? Disons midi. J'ai cours jusqu'à 14 h, puis je travaille à 17 h. Cours. Son ton s'aiguisa d'intérêt. Où ça? Manon hésita. Programme de MBA à temps partiel, à HEC Paris. Intéressant. Mon bureau à 15 h. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Monsieur Dupont. Léo. Léo, se corrigea-t-elle. En quoi consiste exactement cette proposition? Il y eut une brève pause. Disons simplement que j'ai besoin de quelqu'un avec votre instinct financier. Mes consultants habituels sont trop ancrés dans la sagesse conventionnelle. Vous pensez différemment. Et la rémunération rendrait le service en salle inutile. Manon ferma les yeux. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que ça l'était probablement. Je serai là à 15 h. Mais je dois vous avertir, si c'est quoi que ce soit d'inapproprié. C'est du business, la coupe à Théil, son ton devenant soudainement froid. Quoi que vous ayez pu entendre sur moi, je ne mélange pas les affaires et le plaisir. L'appel se termina, laissant Manon avec le sentiment tenace qu'elle venait de prendre soit la meilleure, soit la pire décision de sa vie. Le lendemain, à 14h59 précise, Manon sortit de l'ascenseur au 87e étage du siège étincelant d'Anderson Capital à La Défense. La réceptionniste la toisa de haut en bas, détaillant sa simple jupe crayon noir et son chemisier blanc. La plus belle tenue qu'elle possédait, mais clairement pas à la hauteur des standards des femmes qui visitaient habituellement cet étage. « Puis-je vous aider ?» Son ton suggérait que Manon s'était trompée de bâtiment. Manon Dubois, pour voir Léo Dupont. Les sourcils parfaitement dessinés de la réceptionniste se levèrent. « Avez-vous un rendez-vous ?» « Oui, pour 15 h. Elle vérifia son ordinateur avec un scepticisme évident, puis leva les yeux, surprise. « Vous êtes sur son planning. Veuillez vous asseoir. » Manon s'assit sur le bord d'un fauteuil inconfortablement moderne, douloureusement consciente de ne pas appartenir à ce monde de verre, d'acier et de jugement silencieux. Il y a 3 ans, elle serait entrée ici avec confiance, vêtue de haute couture, ses qualifications incontestées. Maintenant. Mademoiselle Dubois.
Une voix grave interrompit ses pensées. Elle leva les yeux pour voir un homme d'une quarantaine d'années, cheveux poivre et sel et une expression sérieuse. « Je suis Stéphane Girard, le chef de cabinet de Monsieur Dupont. » Il ne lui proposa pas de lui serrer la main. Il m'a demandé de vous escorter à son bureau. Manon le suivit à travers un labyrinthe de bureaux aux murs de verre et d'espaces de travail ouverts où des analystes étaient penchés sur de multiples écrans affichant des données financières. Personne ne leva les yeux à son passage. Girard s'arrêta devant un grand bureau d'angle offrant une vue spectaculaire sur Paris. « Attendez ici. » Il disparut à l'intérieur. À travers le verre, Manon pouvait voir Léo assis derrière un bureau massif, fronçant les sourcils à ce que Girard lui disait. Il leva les yeux, croisa son regard et lui fit signe d'entrer, congédiant Girard d'un bref signe de tête. « Manon. » Léo se leva à son entrée, désignant une chaise en face de son bureau. « Merci d'être venu. » Ici, dans son habitat naturel, Léo Dupont semblait encore plus imposant qu'au restaurant. Son costume sur mesure coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois, et la confiance décontractée avec laquelle il commandait cet espace la rendait douloureusement consciente de la distance qu'elle avait parcourue vers le bas. « Votre chef de cabinet n'approuve pas cette réunion, observa-t-elle en s'asseyant. La bouche de Léo s'étira en un sourire en coin. Girard n'approuve pas grand-chose. C'est pour ça que je le garde. Il l'étudia un instant. Vous avez l'air différente aujourd'hui. Je ne porte pas de tablier. C'est plus que ça. Ses yeux se plissèrent légèrement. Vous êtes plus sur la défensive. Hier soir, quand je vous ai prise au dépourvu, j'ai vu quelque chose d'authentique. Je suis toujours authentique, répliqua Manon. Simplement sélectivement expressive. Cela lui valut un rire sincère. Bien dit. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. J'ai fait quelques recherches sur vous hier soir. Manon se tendit. Ah oui? Rien d'intrusif. Une vérification de base. Il pencha la tête. Un BTS, puis serveuse, maintenant à temps partiel dans le programme de MBA d'HEC. Un parcours solide, mais ça n'explique pas votre niveau de connaissance du marché. Je lis beaucoup. Sa franchise était déconcertante. Ce que vous m'avez donné hier, ce n'était pas des connaissances livresques. C'était le genre de perspicacité qui vient d'une expérience réelle du marché. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Alors, qui êtes-vous vraiment, Manon Dubois? Un instant, elle envisagea de sortir, mais le souvenir de cet email de refus la maintint assise. Est-ce que ça a de l'importance? Vous avez dit que vous aviez une proposition d'affaires. Léo l'étudia un long moment, puis hocha la tête, décidant apparemment de laisser tomber pour l'instant. J'ai besoin d'une nouvelle perspective sur certaines opportunités d'investissement. Il appuya sur un bouton de son bureau, et un panneau mural dissimulé s'ouvrit pour révéler un grand écran. Spécifiquement celle-ci. Manon se tourna pour regarder l'écran, qui affichait une série d'investissements potentiels dans divers secteurs. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en parcourant les données. Ce sont toutes des opportunités pré-IPO sur les marchés émergents, observa-t-elle. Risqué. Potentiellement très rémunérateur, rétorqua-t-il. Mais mon équipe est divisée. La moitié dit d'investir massivement, l'autre moitié dit d'éviter complètement. Il désigna l'écran. Qu'en dites-vous? Manon se leva et s'approcha de l'écran, étudiant les chiffres de plus près. Quelque chose dans le schéma lui semblait familier. Je peux? Demanda-t-elle en désignant le clavier sous l'écran. Léo hocha la tête, la regardant attentivement. Manon commença à taper, affichant des données supplémentaires et les organisant dans différentes configurations. En travaillant, elle oublia Léo, oublia sa situation précaire, perdue dans le flux familier de l'analyse financière. Voilà, dit-elle, reculant finalement. Ces trois-là ont des fondamentaux solides et des équipes de direction avec des antécédents éprouvés. Ces deux-là sont surévalués sur la base de la pénétration de marché projetée. Et celui-ci. Elle pointa une entreprise d'énergie renouvelable apparemment prometteuse. Celui-ci est une fraude sophistiquée. L'expression de Léo s'aiguisa. Expliquez. La courbe de croissance rapportée est trop lisse. La croissance réelle a des variations, des ratés. Et si vous croisez leur capacité de production rapportée avec leur consommation d'énergie dans ces installations?
Elle afficha les données pertinentes. Les chiffres ne correspondent pas. Ils rapportent des niveaux de production qui nécessiteraient au moins 40% d'énergie en plus que ce qu'ils utilisent réellement. Léo se leva et vint à côté d'elle, étudiant les données avec une intensité nouvelle. Son épaule frôla presque la sienne alors qu'il se penchait, le léger parfum de son eau de Cologne coûteuse flottant à la lisière de sa conscience. « Comment avez-vous repéré ça ?» demanda-t-il doucement. Manon hésita. Reconnaissance de forme. J'ai déjà vu des divergences similaires. Léo se tourna pour la regarder, leur visage soudainement proche. Ouh. L'intensité de son regard la fit reculer d'un pas. C'est un schéma frauduleux courant. Pas assez courant pour que toute mon équipe d'analystes le rate, contra Léo. En fait, il recommandait celui-ci comme notre cible d'investissement principale. Il étudia son visage. Vous venez de me sauver d'une erreur potentielle de 100 millions d'euros. Manon sentit une bouffée de validation qu'elle essaya immédiatement de réprimer. Ce n'était plus son monde. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser entraîner à nouveau. Je devrais y aller. Je vais être en retard au travail. Ne retournez pas au restaurant, dit Léo brusquement. Pardon ? Je veux vous engager comme consultante. Contrat exclusif, votre propre bureau ici. Une rémunération à 7 chiffres. Manon le dévisagea. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je ne suis jamais autre chose que sérieux quand il s'agit de talent. L'expression de Léo était intense. Vous avez quelque chose que mon équipe de diplômés des grandes écoles de commerce n'a pas. Je le veux travaillant pour moi, pas servant des entrecôtes hors de prix. L'offre était comme un rêve, un chemin de retour vers la vie qu'elle avait perdue, la carrière qui lui avait été volée. Mais à quel prix ? Et combien de temps avant qu'il ne découvre la vérité ? Je ne peux pas, dit-elle, alors que tout en elle hurlait d'accepter. L'expression de Léo se durcit. Pourquoi pas ? Et ne me dites pas que vous préférez être serveuse. C'est compliqué. Décompliqué. Ou au moins, dites-moi de quoi vous avez peur. Manon croisa son regard directement. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai peur ? Parce que vous êtes manifestement surqualifié pour votre vie actuelle, ce qui signifie que vous vous cachez. Et les gens ne se cachent que lorsqu'ils ont peur. Sa perception était d'une précision déconcertante. Manon détourna le regard vers la vue spectaculaire de la ville qui avait été autrefois son terrain de jeu et était devenue sa prison. Je ne peux pas être associée publiquement à Anderson Capital, dit-elle finalement. Ou à toute autre institution financière. Les yeux de Léo se rétrécirent. Pourquoi pas ? C'est personnel. Pas si vous allez travailler pour moi. Il croisa les bras. Je dois savoir dans quoi je m'engage. Manon hésita, puis opta pour une vérité partielle. Je me suis fait des ennemis dans le monde de la finance. Des ennemis puissants. Il vaut mieux pour tout le monde que je reste invisible. Léo l'étudia un long moment. Et si je pouvais garantir votre anonymat ? Contrat sous pseudonyme. Bureau privé. Aucune association publique avec l'entreprise. Vous feriez ça pour quelqu'un que vous venez de rencontrer ? Pour quelqu'un qui vient de repérer une fraude sophistiquée que toute mon équipe a manqué ? Absolument. Il s'approcha. Je n'ai pas bâti cette entreprise en ignorant les talents exceptionnels, Manon. La façon dont il prononça son nom, avec un mélange de curiosité et quelque chose qui ressemblait presque à du respect, la fit marquer une pause. La partie rationnelle de son cerveau hurlait que c'était une idée terrible, qu'elle risquait tout ce qu'elle avait soigneusement reconstruit. Mais la partie d'elle qui avait été enterrée pendant 3 ans, l'analyste qui aimait le défi intellectuel, qui s'épanouissait dans la complexité des marchés, cette partie se réveillait, affamée. J'aurais besoin de tout par écrit. Des accords de confidentialité en béton. Et je travaille à distance, pas depuis ce bureau. Léo sourit lentement, l'expression transformant son visage. Alors c'est un oui. C'est un peut-être conditionnel, corrigea Manon. En attente de l'examen du contrat. Je demanderai au service juridique de rédiger les documents ce soir. Il tendit la main. Bienvenue à bord, mademoiselle Dubois. En lui serrant la main, Manon ressentit la plus étrange des sensations, comme si elle remettait le pied dans un monde dont elle avait été exilée, guidée par la dernière personne en qui elle devrait avoir confiance.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Léo Dupont avait déjà chargé une équipe d'enquêter plus profondément sur son passé, et qu'ils étaient sur le point de découvrir le secret qu'elle avait passé 3 ans à cacher. 2 semaines après le début de son contrat de consultante avec Anderson Capital, Manon commençait enfin à se détendre. Le travail était exaltant, stimulant d'une manière que le service en salle ne pourrait jamais l'être. Léo avait tenu sa promesse concernant son anonymat, lui attribuant des dossiers sous le pseudonyme MD Consulting et lui permettant de travailler principalement depuis son appartement, ne venant au bureau que pour les réunions essentielles. Aujourd'hui était l'une de ces réunions, prévue avec Léo et son équipe de direction pour discuter d'une cible d'acquisition potentielle, une start-up de technologie financière avec un algorithme prometteur mais une gestion douteuse. Manon arriva en avance, espérant se glisser dans la salle de conférence sans être vue avant l'arrivée des cadres supérieurs. Sa stratégie échoua lorsqu'elle trouva Léo déjà là, manches retroussées, étudiant des projections sur le grand écran. « Vous êtes en avance », observa-t-il sans lever les yeux. « Vous aussi. C'est mon entreprise. Je ne suis jamais en avance, juste présent quand il le faut. » Il se tourna enfin pour lui faire face. « Vous avez meilleure mine. » Manon haussa un sourcil. « Pardon ? » Plus confiante. Moins comme si vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous mette à la porte. Il désigna la chaise à côté de la sienne, en bout de table. Le travail vous réussit. C'était vrai. Les 2 dernières semaines avaient été transformatrices. Le salaire que Léo lui avait offert lui permettait de payer ses frais de scolarité, de déménager dans un meilleur appartement et de dormir enfin sans l'anxiété constante de la ruine financière qui la menaçait. Plus que cela, utiliser son esprit à nouveau, ses véritables compétences, c'était comme récupérer une partie d'elle-même. Le travail est bien, concéda-t-elle, prenant une place près du milieu de la table plutôt qu'à côté de lui. Léo remarqua son choix, mais ne fit aucun commentaire. Juste bien ? Vous avez identifié 2 fraudes potentielles et signalé des inquiétudes concernant une équipe de direction dont nous avons découvert plus tard qu'elle détournait des fonds. Je dirais que vous excellez. Manon haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Léo l'étudia un instant. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un avec votre talent servait dans un restaurant. MBA ou pas, vous en savez déjà clairement plus que la plupart de mes analystes. Manon se tendit. Elle s'attendait à cette série de questions. Je vous ai dit. Des complications. Des ennemis dans la finance, avez-vous dit. Léo s'appuya contre la table de conférence. Je suis dans ce métier depuis plus d'1 décennie. Je connais la plupart des acteurs majeurs. De qui vous cachez-vous exactement? Avant que Manon ne puisse formuler une réponse, la porte s'ouvrit et Stéphane Girard entra, suivi de plusieurs cadres. Le chef de cabinet lança à Manon un regard suspicieux avant de s'adresser à Léo. Tout le monde est là. On peut commencer? Les yeux de Léo s'attardèrent un instant de plus sur Manon avant qu'il n'acquiesce. Commençons. La réunion se déroula efficacement. Des graphiques et des projections défilèrent sur l'écran tandis que divers chefs de département présentaient leurs analyses de la cible d'acquisition. Manon écouta attentivement, prenant des notes mais sans parler. Alors, le consensus est de procéder à l'acquisition? Demanda Léo après la dernière présentation. Hochement de tête autour de la table. Et vous, Manon? Vous avez été silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle pouvait sentir le regard de Girard, particulièrement lourd de désapprobation. J'ai des inquiétudes, dit-elle prudemment. Bien sûr que vous en avez, marmonna Girard dans sa barbe. Léo lui lança un regard d'avertissement. Expliquez. Manon se leva et s'approcha de l'écran, affichant des points de données spécifiques du rapport de due diligence. Leur algorithme n'est pas aussi propriétaire qu'ils le prétendent. La fonctionnalité de base utilise des composants open source avec une personnalisation minimale. Ce qu'ils vendent vraiment, c'est l'ensemble de données qu'ils ont compilées, mais même cela pose problème. Elle souligna plusieurs divergences dans les métriques de performance de l'entreprise cible. Ces schémas de croissance suggèrent une manipulation des données. C'est une accusation grave, dit le chef du service juridique en fronçant les sourcils. Sur quelle base? Des artefacts de pagination dans leurs données d'engagement utilisateur, expliqua Manon. Lorsque vous générez automatiquement des rapports, les sauts de page créent des motifs subtils dans les données.
mais ces rapports montraient des motifs différents en comparant les données mensuelles et trimestrielles, suggérant que les rapports n'ont pas été générés à partir des mêmes données sources. Les yeux de Léo se rétrécirent. Il maquille les comptes. Je le crois, oui. Girard secoua la tête. C'est absurde. 3 équipes ont examiné leurs finances. Ils ne repéreraient pas ça, répondit calmement Manon. Il ne s'agit pas des chiffres mêmes, mais des incohérences dans la manière dont ils sont rapportés. Et il se trouve que vous savez comment repérer ces obscurs artefacts de pagination. Le ton de Girard était ouvertement sceptique. Qui a vérifié cette consultante, au juste? La pièce tomba dans un silence inconfortable. C'est moi, dit Léo sèchement. Et ces résultats au cours des 2 dernières semaines parlent d'eux-mêmes. Sauf votre respect, persista Girard, nous ne savons rien du passé ou des qualifications de mademoiselle Dubois. Pour ce que nous en savons, elle pourrait travailler pour un concurrent. Manon sentit ses joues brûler. C'était exactement le genre d'attention qu'elle craignait. Ça suffit, Stéphane. La voix de Léo contenait un avertissement, mais Girard ne recula pas. Non, ça ne suffit pas. Vous avez fait venir cette serveuse. Ancienne serveuse, corrigea froidement Léo. Et soudain, elle supplante tout notre département d'analyse. Quelque chose ne colle pas. Girard se tourna vers Manon. Qui êtes-vous vraiment? Manon tint bon. Je suis exactement celle que Léo a engagée. Quelqu'un qui voit des schémas que les autres manquent. Compétences pratiques, dit Girard. Presque comme si vous aviez eu une formation professionnelle. Pourtant, votre CV ne montre rien de tel. Mon passé n'est pas pertinent quant à ma capacité à faire ce travail. En fait, c'est entièrement pertinent lorsque vous conseillez sur des acquisitions de plusieurs milliards. Girard se tourna vers Léo. J'ai pris la liberté de faire une vérification d'antécédents plus approfondie. L'expression de Léo s'assombrit. Sans mon autorisation? En tant que chef de cabinet, protéger cette entreprise est ma responsabilité. Girard sortit un dossier. Manon Dubois n'existe que depuis 3 ans. Avant ça, rien. Pas d'historique de crédit, pas de dossier d'emploi, pas de réseaux sociaux. Elle est apparue de nulle part à l'âge de 22 ans. Manon sentit le sang quitter son visage. Vous n'aviez pas le droit. En fait, si. Girard se tourna pour s'adresser à la salle. Notre mystérieuse consultante utilise soit une fausse identité, soit a fait des efforts extraordinaires pour effacer son passé. Dans les 2 cas, pouvons-nous lui faire confiance pour des décisions financières sensibles? La pièce éclata en murmures. Manon regarda Léo, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. Réunion terminée, dit-il brusquement. Tout le monde dehors. Sauf vous, il pointa Manon. Et vous, il pointa Girard. Les cadres sortirent en jetant des regards curieux par-dessus leurs épaules. Lorsque la porte se referma derrière eux, Léo se tourna vers Girard. Ne me sape plus jamais comme ça. Léo, sois raisonnable. Ce n'était pas une suggestion. La voix de Léo était calme, mais létale. Tu es sur la sellette, Stéphane. Sors. Girard hésita, puis rassembla ses papiers et partit, fermant la porte avec une douceur délibérée qui semblait en quelque sorte plus menaçante qu'un claquement. Seule avec Léo, Manon sentit son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. Elle ne s'attendait pas à ce que la vérification d'antécédents aille si loin. Asseyez-vous, dit Léo, son ton plus doux qu'avec Girard, mais toujours ferme. Manon s'assit, son esprit parcourant les options. Le déni, la vérité partielle, la confession complète. Ce qu'il a dit est vrai? Demanda Léo, prenant le siège en face d'elle. Vous êtes apparu de nulle part il y a 3 ans? Manon croisa son regard. Oui. Léo hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Le décalage entre vos compétences et votre CV était trop important. Il se pencha en avant. Qui étiez-vous avant Manon Dubois? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Les 2. Manon redressa les épaules. Mon passé m'appartient, Léo. Il n'a rien à voir avec mon travail pour vous. Si, s'il met mon entreprise en danger. Son expression était sérieuse. Fuyez-vous quelque chose d'illégal?
Non. C'était au moins vrai. Je n'ai jamais enfreint la loi. Êtes-vous en danger? La question l'a pris au dépourvu. Est-ce que quelqu'un essaie de vous faire du mal? C'est pour ça que vous avez changé d'identité? Il y avait une réelle inquiétude dans sa voix, ce qui la troubla encore plus que la question elle-même. Non, ce n'est pas comme ça. Léo étudia son visage. Alors, comment est-ce, Manon? Parce qu'en ce moment, j'ai un chef de cabinet qui pense que vous êtes une espionne industrielle, des cadres qui remettent en question votre crédibilité, et des preuves croissantes que vous cachez quelque chose d'important. Manon ferma brièvement les yeux. Tout ce qu'elle avait travaillé à reconstruire s'effondrait à nouveau. Je devrais y aller. Elle se leva. C'était une erreur. Léo resta assis. Fuir à nouveau? C'est votre solution à tout? Le commentaire piqua, principalement parce qu'il contenait un noyau de vérité. Je ne fuis pas. Je me protège. De quoi? Léo se leva à son tour, la frustration évidente dans sa voix. Je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. Anonymat, travail à distance, une rémunération exceptionnelle. Je vous ai défendu contre mon propre personnel. De quoi avez-vous besoin de plus de ma part pour me faire confiance avec la vérité? Il ne s'agit pas de confiance, Léo. Bien sûr que si. Il s'approcha. Vous avez passé 3 ans à vous cacher. À un moment donné, vous devez décider si vous allez vivre votre vie en regardant par-dessus votre épaule ou affronter ce que vous fuyez. Ces mots la touchèrent de manière inconfortable, déclenchant une bouffée de colère. C'est facile à dire pour vous, rétorqua-t-elle. Vous n'avez jamais tout perdu en une seule journée. On ne vous a jamais volé votre vie. Vous n'avez jamais été trahi par. Elle s'arrêta, en ayant déjà trop dit. Les yeux de Léo se rétrécirent. Trahi par qui? Manon attrapa son sac. Je m'en vais. Manon. Mon contrat de consultante a une clause de résiliation. Considérez ceci comme mon préavis. Elle se dirigea vers la porte, le cœur battant. Je sais qui vous êtes, dit Léo doucement. Manon se figea, la main sur la poignée de la porte. Élise Marie Leroy, continua-t-il, ancienne analyste senior chez Blackwood Finance. Spécialisée dans les marchés émergents, considérée comme une étoile montante jusqu'à il y a 3 ans, lorsque vous avez été impliqué dans un scandale de délit d'initié qui a coûté des millions aux investisseurs. Vous avez disparu juste avant la conclusion de l'enquête de l'AMF. Lentement, Manon se retourna pour lui faire face, ses pires craintes confirmées. Depuis combien de temps le savez-vous? Je soupçonnais quelque chose depuis notre première conversation au restaurant. L'expression de Léo était indéchiffrable. La vérification d'antécédents a confirmé mes soupçons la semaine dernière. La semaine dernière? Elle le dévisagea. Vous le savez depuis une semaine et vous n'avez rien dit? J'attendais que vous me fassiez assez confiance pour me le dire vous-même. Alors, tout ça n'était qu'un piège? M'embaucher, attendre que je m'incrimine, et puis quoi? Me livrer à l'autorité des marchés financiers? L'expression de Léo se durcit. Si c'était mon plan, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Alors que voulez-vous de moi? Demanda Élise, sa nouvelle identité tombant comme un masque brisé. La vérité, il s'approcha. La véritable histoire, pas la version officielle qui vous a poussé à vous cacher. Élise se sentit acculée, exposée. La chose même qu'elle craignait depuis le début était arrivée. Pourquoi croiriez-vous autre chose que l'histoire officielle? Parce que je vous ai vu travailler pendant 2 semaines, répondit Léo. Vous avez une boussole éthique qui ne correspond pas à quelqu'un qui commettrait une fraude. Et parce que l'affaire Élise Leroy ne m'a jamais semblé juste, même à l'époque. Élise sentit une vague de quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Dangereux et fragile. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. Le mal est fait. Ma réputation est détruite. Ma carrière est terminée. Sauf si la vérité éclate. Léo la regarda droit dans les yeux. Dites-moi ce qui s'est réellement passé, Élise. Le son de son vrai nom, non prononcé depuis 3 ans, brisa quelque chose en elle. J'ai été piégée, dit-elle, les mots jaillissant après des années de silence. Par mon fiancé, Lucas Bertrand.
Bertrand? Comme le fils du fondateur? Oui. Le rire amer d'Élise ne contenait aucun humour. Le Golden Boy de Blackwood Finance, destiné à reprendre l'entreprise. Nous étions fiancés. Je pensais le connaître. Que s'est-il passé? Élise s'éloigna de la porte, le poids du silence se levant enfin. J'ai découvert des irrégularités dans certains de nos comptes sur les marchés asiatiques. Des divergences importantes qui suggéraient un délit d'initié. Quand j'ai enquêté, la piste a mené à Lucas et à son père, Jean Moreau. Ils utilisaient des informations privilégiées sur les positions de trading de la firme pour faire des investissements personnels via des sociétés écrans. Léo hocha la tête. Et vous les avez confrontés? Stupide, oui. Je pensais que Lucas ferait ce qui est juste. Elle secoua la tête devant sa propre naïveté. Au lieu de ça, il s'est excusé, a promis de tout arranger, m'a demandé de me taire pendant quelques jours. Je l'ai cru. Le lendemain matin, l'AMF a perquisitionné nos bureaux. D'une manière ou d'une autre, toutes les preuves pointaient vers moi. Ma signature sur des documents que je n'avais jamais vus. Des transactions autorisées avec mes identifiants. Des comptes offshore à mon nom. Un coup monté parfait, murmura Léo. Lucas est apparu dévasté par ma trahison. Son père a publiquement juré que personne, pas même sa future belle-fille, n'était au-dessus de la loi. La voix d'Élise se durcit. Pendant ce temps, ils ont gelé mes comptes, saisi mes actifs pour enquête, et répandu des rumeurs qui ont détruit ma réputation professionnelle. Le temps que je réalise ce qui se passait, il était trop tard. Alors vous avez fui. J'ai disparu. J'ai changé de nom, j'ai tout recommencé à zéro. Elle croisa son regard avec défi. Je n'étais pas coupable, mais je ne pouvais pas le prouver. Et je refusais d'aller en prison pour leurs crimes. Léo resta silencieux un instant, digérant l'information. Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu? Allez voir les médias. Avec quelles preuves? Ils ont effacé tout ce qui les impliquait et fabriqué des preuves contre moi. C'était ma parole contre l'Empire Blackwood. Elle secoua la tête. Même mes propres parents ont douté de moi. La compréhension se fit jour dans les yeux de Léo. C'est pourquoi mon portefeuille d'investissement vous semblait familier. Vous avez reconnu le schéma de fraude parce qu'il est similaire à ce que les Bertrand ont fait? Élise hocha la tête. Exactement. Léo se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville tout en réfléchissant à son histoire. Les Bertrand ont la réputation d'être impitoyables, mais cela va au-delà, dans le domaine criminel. Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne peux pas être associé publiquement à une institution financière. S'ils découvrent que je travaille à nouveau dans la finance, en utilisant mon expertise. Ils pourraient craindre que vous ne rassembliez des preuves contre eux, termina Léo. Ou simplement vouloir s'assurer que vous restiez discrédité. Précisément. Léo se retourna pour lui faire face, son expression déterminée. Et si nous pouvions prouver votre innocence? Élise rit amèrement. Après 3 ans? Impossible. Toutes les preuves ont disparu depuis longtemps. Peut-être pas. Les yeux de Léo avaient cette intensité concentrée qu'elle avait appris à reconnaître lorsqu'il formulait une stratégie. Les criminels financiers sont des créatures d'habitude. S'ils vous ont piégé, ils ont probablement utilisé des tactiques similaires contre d'autres. Que suggérez-vous? Que nous enquêtions discrètement. Que nous trouvions leur schéma, que nous construisions un dossier. Élise le dévisagea. Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi risquer votre entreprise, votre réputation, pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Léo resta silencieux un moment, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. Parce que j'ai passé ma carrière à regarder des gens comme les Bertrand abuser de leur pouvoir pendant que des personnes talentueuses comme vous en paient le prix. Il s'approcha. Et parce que pendant les 2 semaines où vous avez travaillé ici, vous avez montré plus d'intégrité et de brillance que la plupart des gens que je connais depuis des années. La sincérité dans sa voix était inattendue, désarmante. Élise avait passé 3 ans à ne faire confiance à personne, à se méfier de tout le monde. L'idée d'avoir un allié, surtout un aussi puissant que Léo Dupont, était à la fois terrifiante et exaltante. C'est trop dangereux, dit-elle, mais avec moins de conviction. Pour qui? Vous êtes déjà dans la clandestinité.
J'ai bâti ma carrière en prenant des risques calculés. L'expression de Léo devint sombre. De plus, Blackwood Finance est un concurrent qui utilise des tactiques contraires à l'éthique. Les faire tomber sert la justice et les affaires. Vous faites comme si c'était simple. Ça ne le sera pas. Mais entre votre connaissance de l'intérieur et mes ressources. Il laissa la suggestion en suspens. Élise sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une possibilité. La chance, aussi mince soit-elle, de récupérer son nom, sa vie. Si nous faisons ça, dit-elle prudemment, ça doit être en béton. Pas de détails négligés, pas de suppositions. Et personne ne doit savoir. Pas Girard, pas votre équipe de direction, personne. Léo hocha la tête. D'accord. Et si ça devient trop dangereux, s'il y a le moindre signe qu'il soupçonne ce que nous faisons, nous arrêtons immédiatement. Je m'en remettrai à votre jugement là-dessus. Il tendit la main. Partenaire? Élise n'hésita qu'un instant avant de prendre sa main. Partenaire. Alors que leurs mains se touchaient, elle sentit un étrange sentiment de connexion, comme deux personnes unissant leurs forces contre un ennemi commun. Oui, mais quelque chose de plus. Une confiance inattendue se formant entre deux individus habitués à ne faire confiance à personne. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que de l'autre côté de la ville, dans les luxueux bureaux de Blackwood Finance, Lucas Bertrand examinait un rapport de sécurité qui avait signalé un schéma inhabituel de recherche dans leur base de données. Des recherches axées sur des transactions d'il y a 3 ans, les transactions mêmes qui avaient été utilisées pour piéger Élise Leroy. La chasse avait déjà commencé. Pendant les 2 semaines suivantes, Élise et Léo travaillèrent en secret, montant leur dossier contre Blackwood Finance. Le jour, elle continuait son travail de consultante sous l'identité de Manon Dubois. La nuit, ils épluchaient des dossiers financiers, cherchant les schémas qui exposeraient les crimes de Lucas Bertrand. Ils transformèrent une pièce sécurisée du Penthouse de Léo à Paris en leur quartier général d'enquête. Les murs étaient couverts de chronologies, de registres de transactions et de photographies des acteurs clés. L'espace devint leur sanctuaire, le seul endroit où Élise pouvait être pleinement elle-même. J'ai trouvé quelque chose, annonça Léo un soir alors qu'Élise examinait les transactions de Blackwood sur les marchés asiatiques. Elle leva les yeux et le vit tenant une pile d'imprimés, l'excitation évidente dans son expression. Après d'innombrables heures passées à travailler ensemble dans cet espace intime, elle avait appris à lire ses subtils changements d'humeur, le léger pli entre ses sourcils lorsqu'il se concentrait, le sourire presque imperceptible lorsqu'il découvrait quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Elle le rejoignit à la table centrale, vivement consciente de sa proximité alors qu'il étalait les documents devant elle. 3 autres cas avec des schémas similaires aux vôtres. Tous des analystes talentueux qui ont découvert des irrégularités, tous soudainement impliqués dans des fraudes, tous professionnellement détruits. Sa voix contenait une colère contenue. Les moraux éliminent systématiquement les menaces internes. Élise étudia les cas, la reconnaissance se faisant jour. Je connaissais 2 de ces personnes. Des analystes brillants. Je n'ai jamais cru qu'ils étaient coupables. Ils ne l'étaient pas. Léo pointa les registres de transactions. Même méthode de signature utilisée dans votre cas. Autorisation falsifiée, preuves fabriquées, timing cohérent entre la découverte et la mise à l'écart. Élise sentit une vague de justification mêlée de tristesse pour ses anciens collègues. Cela prouve que c'est un schéma, mais pas que les moraux en sont responsables. Non, mais ça, peut-être. Léo afficha un email sur son ordinateur portable sécurisé. Mon équipe a intercepté des communications entre Lucas Bertrand et leur responsable de la conformité discutant des procédures de confinement pour les menaces internes. C'est encore circonstanciel. Nous avons besoin de preuves concrètes les liant directement aux transactions frauduleuses. Léo passa une main dans ses cheveux, un geste devenu familier lors de leur séance nocturne. Vous avez raison. Nous avons besoin d'un initié. Élise se tendit. C'est trop risqué. Toute personne assez proche pour avoir cette information est soit complice, soit sous leur contrôle. Pas nécessairement. Léo hésita. Et votre ancien assistant chez Blackwood? Antoine Lee? Élise le dévisagea. Comment connaissez-vous Antoine? Recherche d'antécédents. Face à son expression, Léo eut la grâce d'avoir l'air quelque peu désolé. Je devais comprendre tous les acteurs.
Antoine a été réaffecté après mon départ. Je n'ai aucune idée d'où il est maintenant. Bureau de Londres. Toujours chez Blackwood, mais isolé, effectivement rétrogradé. Léo afficha le profil actuel de Lee. Il a été ignoré pour une promotion 3 fois malgré d'excellentes évaluations de performance. Élise étudia l'information, les souvenirs de son jeune assistant sérieux lui revenant en mémoire. Antoine m'était loyal. Il n'a jamais cru aux accusations, c'est probablement pour ça qu'ils l'ont mis sur la touche. Léo croisa son regard. Il pourrait nous aider. Ou il pourrait tout rapporter à Lucas immédiatement, elle secoua la tête. C'est trop dangereux. Plus dangereux que de vivre dans la clandestinité pour le reste de votre vie? La défia Léo. À un moment donné, nous devons prendre des risques calculés. Avant qu'Élise ne puisse répondre, le téléphone privé de Léo sonna. Il vérifia l'appelant et fronça les sourcils. C'est Girard. À cette heure-ci. Il mit l'appel sur haut-parleur. J'espère que c'est important, Stéphane. Ça l'est. La voix de Girard semblait tendue. Lucas Bertrand vient d'appeler. Il veut vous rencontrer demain. Il dit qu'il a une proposition mutuellement bénéfique. Élise se figea, le sang se retirant de son visage. Les yeux de Léo se verrouillèrent sur les siens. A-t-il dit de quel genre de proposition il s'agissait? Demanda Léo, sa voix soigneusement neutre. Un partenariat potentiel sur l'expansion du marché asiatique. Il a spécifiquement mentionné votre intérêt récent pour ces marchés. Les mêmes marchés qu'Élise avait recherchés. Ce ne pouvait être une coïncidence. Planifiez-le, dit Léo après une brève pause. Mon bureau, 14 heures. Entendu. Girard hésita. Léo, je devrais mentionner. Il a demandé si vous travaillez toujours avec la consultante aux aperçus remarquables, ces mots. Élise sentit son cœur s'arrêter. A-t-il mentionné un nom? Non, juste cette description. Dites-lui que mes arrangements de consultation sont confidentiels. Autre chose? C'est tout. Devrais-je m'inquiéter? Non. Le ton de Léo était dédaigneux. Juste la pêche aux informations habituelles en entreprise. Bonne nuit, Stéphane. Il termina l'appel et la pièce tomba dans un silence pesant. Ils savent, murmura Élise. D'une manière ou d'une autre, ils savent que je travaille avec vous. Léo secoua la tête. Ils soupçonnent, mais ils ne savent pas. S'ils avaient des preuves, Lucas ne ferait pas de visite de courtoisie. Il menacerait d'une action en justice. C'est exactement ce que je craignais. Élise commença à faire les 100 pas, la panique montant. Je dois disparaître. Changer d'identité à nouveau. Déménager. Arrêter. Léo se mit sur son chemin, ses mains se posant sur ses épaules. Fuir est exactement ce qu'ils veulent. Cela renforce le récit que vous êtes coupable. Quel choix ai-je? Sa voix se brisa de frustration. Ils ont détruit ma vie une fois. Ils le feront à nouveau. Et cette fois, ils vous détruiront aussi. Qu'ils essaient. La confiance tranquille dans sa voix la fit marquer une pause. Je ne suis pas un analyste junior qu'ils peuvent intimider. Je suis Léo Dupont. Mon entreprise vaut plus que la leur. Mes relations politiques sont plus profondes. Et contrairement à eux, je n'ai pas un historique de départ d'analyste suspect. Élise leva les yeux vers lui, réalisant à quel point ils étaient proches. Au fil des semaines où ils avaient travaillé ensemble, quelque chose avait changé entre eux. Une confiance croissante, oui, mais quelque chose de plus. Quelque chose qui faisait battre son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Vous ne comprenez pas de quoi ils sont capables, dit-elle doucement. Je comprends exactement de quoi ils sont capables. Ses mains se resserrèrent légèrement sur ses épaules. Ce que vous ne comprenez pas, c'est de quoi je suis capable quand quelqu'un menace les gens auxquels je tiens. La simple déclaration la stupéfia. 3 ans d'isolement lui avaient fait oublier ce que c'était d'avoir quelqu'un de son côté, quelqu'un prêt à se battre pour elle. Pourquoi faites-vous ça, Léo? Vraiment? La question couvait depuis des semaines. Vous avez bâti votre réputation d'homme d'affaires impitoyable. Pourquoi tout risquer pour moi? Léo resta silencieux un moment, son expression inhabituellement vulnérable.
Parce que quand vous êtes entré dans ma vie, vous étiez la première chose réelle que j'ai rencontrée depuis des années. Sa voix était basse, honnête d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tout le monde dans mon monde veut quelque chose de moi. De l'argent, des relations, un statut. Vous m'avez défié, vous avez vu à travers moi, vous m'avez remis à ma place. Et malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez toujours plus d'intégrité que quiconque que je connaisse. La sincérité brute dans sa voix la laissa sans voix. De plus, ajouta-t-il, un soupçon de sa confiance habituelle revenant, je déteste vraiment perdre. Et je ne vais pas laisser les moraux gagner. Malgré tout, Élise rit, un son authentique qui les surprit tous les deux. Alors, quel est votre plan? Entrer dans une réunion avec Lucas Bertrand et l'accuser de m'avoir piégé? Non. Les yeux de Léo brillèrent d'un calcul stratégique. Je vais lui faire croire que je suis intéressé par sa proposition tout en utilisant la réunion pour recueillir des renseignements. Il sera méfiant, bien sûr, mais son ego ne lui permettra pas de laisser passer l'occasion d'évaluer si je sais pour vous. Léo relâcha ses épaules, reculant pour lui donner de l'espace. Pendant ce temps, vous surveillerez la réunion à distance. Quoi? Non, c'est trop risqué. C'est un risque contrôlé. Vous connaissez Lucas mieux que quiconque. Vous reconnaîtrez ses tics, les significations cachées dans ses déclarations. Élise considéra la stratégie. C'était dangereux. Mais Léo avait raison. C'était peut-être leur meilleure occasion de recueillir des informations. S'il découvre que je suis impliqué, il ne le découvrira pas. La confiance de Léo était inébranlable. Faites-moi confiance, Élise. Ces 3 mots, faites-moi confiance, avaient été la chute de beaucoup. Pourtant, en regardant Léo maintenant, elle réalisa qu'elle lui faisait confiance, peut-être plus qu'elle n'avait fait confiance à quiconque depuis que son monde s'était effondré. D'accord, concéda-t-elle. Mais nous faisons ça à ma façon. Pas de risques inutiles. D'accord. Léo vérifia sa montre. Il est tard. Vous devriez vous reposer avant demain. Élise hocha la tête, rassemblant ses notes. Alors qu'elle rangeait, une prise de conscience la frappa. Je ne peux pas retourner à mon appartement. S'il vous surveille, il me surveille peut-être aussi. Léo n'hésita pas. Restez ici. La suite d'invités est prête. Léo. C'est sécurisé, privé, et ça a une entrée séparée. Personne ne saura que vous êtes ici. Son ton était pratique, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus complexe. L'idée de rester dans le pantouse de Léo, d'être si proche de lui, provoqua un battement inattendu dans sa poitrine. Juste pour cette nuit, accepta-t-elle finalement. Alors que Léo lui montrait la suite d'invités, luxueuse mais sobre, Élise se sentit étrangement chez elle malgré l'environnement inconnu. Pendant 3 ans, elle avait fui, s'était cachée, avait regardé par-dessus son épaule. Ce soir, pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle se sentait protégée. Merci, dit-elle simplement alors que Léo se préparait à la laisser à la porte. Il s'arrêta, étudiant son visage avec une intensité qui accéléra son pouls. Un instant, elle pensa qu'il allait dire quelque chose, ou peut-être faire quelque chose qui franchirait la frontière prudente qu'ils avaient maintenue. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Dormez bien, Élise. Alors que la porte se fermait derrière lui, Élise laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Demain apporterait une confrontation avec l'homme qui avait détruit sa vie. Ce soir, elle était sous la protection de l'homme qui pourrait l'aider à la récupérer. La prise de conscience qu'elle voulait plus que la simple protection de Léo était une complication à laquelle elle n'était pas prête à faire face, pas avec tout le reste en jeu. Lucas Bertrand arriva à Anderson Capital à 14 heures précises, une étude de charme calculée. Grand et classiquement beau, avec la confiance facile de la vieille fortune, il salua Léo avec la chaleur d'un collègue de longue date plutôt que d'un concurrent. Léo, merci d'avoir trouvé le temps. Votre installation est impressionnante. Sa poignée de main était ferme, son sourire étudié. Depuis la salle de surveillance sécurisée adjacente au bureau de Léo, Élise observait à travers la vitre sans teint, un casque lui permettant d'entendre chaque mot. Revoir Lucas, ses gestes familiers, la façon dont il ajustait nonchalamment sa montre Patek Philippe, ramena un flot de souvenirs douloureux. C'est une erreur, murmura-t-elle dans le microphone connecté à l'oreillette presque invisible que portait Léo.
Il est trop doué à ce jeu. Léo ne montra aucun signe qu'il l'avait entendu, dirigeant doucement Lucas vers le coin salon de son bureau plutôt que vers la table de conférence plus formelle. « Qu'est-ce qui amène Blackwood Finance à ma porte ?» demanda Léo, son ton nonchalamment curieux alors qu'il s'installait dans les fauteuils en cuir. « Nous ne fréquentons généralement pas les mêmes cercles. » Lucas rit facilement. « C'est précisément pourquoi je suis ici. Nos entreprises ont des forces complémentaires. Vos innovations technologiques, notre présence établie sur les marchés asiatiques. Cela semble être une collaboration naturelle. » Timing intéressant, observa Léo. Nous n'avons que récemment commencé à explorer ces marchés. Le sourire de Lucas ne faiblit pas. Les nouvelles voyagent vite dans notre monde. On dit que vous avez fait des mouvements remarquablement astucieux dans des territoires généralement difficiles pour les nouveaux venus. Élise se tendit. La référence était trop spécifique pour être une coïncidence. J'ai de bonnes personnes, répondit Léo, évasif. En effet. Lucas se pencha légèrement en avant. En fait, j'ai entendu dire que vous aviez récemment acquis une analyste de premier plan. Quelqu'un avec une perspicacité inhabituelle dans les schémas de marché. Le cœur d'Élise battait la chamade. Il pêche, murmura-t-elle à Léo. Il soupçonne mais n'en est pas certain. Nous recrutons toujours des talents, dit Léo, son expression ne révélant rien. Bien sûr. Lucas se rassit, apparemment détendu. En parlant de talent, vous souvenez-vous de cette malheureuse affaire avec Élise Leroy il y a quelques années? La mention directe de son nom provoqua un choc dans le système d'Élise. Elle agrippa le bord de la console, les jointures blanches. Léo haussa un sourcil, l'image même de l'intérêt modéré. Vaguement. Une analyste impliquée dans un scandale boursier. Analyste senior, corrigea Lucas. Une femme brillante. Nous étions fiancés, en fait. Je ne le savais pas. Peu de gens le savaient. Nous gardions notre relation relativement privée. L'expression de Lucas passa à un regret étudié. C'était dévastateur quand nous avons découvert ce qu'elle faisait. Utiliser les informations des clients pour un gain personnel, manipuler des positions. Élise lutta contre l'envie de crier face à ces mensonges flagrants. On dirait une rupture de confiance à plusieurs niveaux, observa Léo. Exactement. Lucas hocha la tête, étudiant Léo attentivement. La trahison personnelle a été difficile, mais les implications professionnelles étaient pires. Elle a disparu avant la fin de l'enquête complète, ce qui est essentiellement un aveu de culpabilité. Ou de l'autoprotection, suggéra Léo doucement. Votre entreprise a une certaine réputation pour gérer les problèmes internes de manière décisive. Une lueur de quelque chose surprise, inquiétude traversa le visage de Lucas avant que son masque lisse ne revienne. Nous croyons en la responsabilité. Comme vous, j'en suis sûr. Absolument. Quand elle est appliquée aux bonnes personnes. L'accent subtil ne fut pas perdu pour Lucas. Ses yeux se rétrécirent légèrement. Les bonnes personnes se révèlent généralement par leurs actions, n'est-ce pas? La conversation était passée de cordiale à tendue, des significations superposées sous des échanges apparemment innocents. Il s'inquiète, dit Élise dans le microphone. Changez de tactique. Demandez-lui les récents changements de personnel. Léo redirigea doucement la conversation. J'ai remarqué que Blackwood a connu un important roulement de personnel dans votre département d'analyse récemment. Inhabituel pour une entreprise qui valorise la loyauté. Lucas hésita juste assez longtemps pour confirmer que le coup avait porté. Restructuration pour améliorer l'efficacité. Pratique commerciale standard. Bien sûr. Bien que perdre 4 analystes seniors en 18 mois semble coûteux. L'industrie financière évolue. Certains s'adaptent, d'autres non. Le sourire de Lucas devint fin comme une lame de rasoir. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de stratégie RH. Je propose une coentreprise dans le secteur technologique vietnamien. Il exposa ensuite une proposition de partenariat qui, en surface, semblait avantageuse pour les deux entreprises. Pendant qu'il parlait, Élise analysait sa présentation, repérant les pièges cachés, les clauses qui donneraient à Blackwood un accès privilégié aux algorithmes de trading propriétaires d'Anderson Capital, aux listes de clients et aux procédures internes. C'est une opération de collecte de données, dit-elle à Léo. Le partenariat n'est qu'une couverture pour accéder à vos systèmes.
Léo écouta la proposition avec un intérêt poli, posant des questions occasionnelles qui ne révélaient rien de ses véritables pensées. « J'aurai besoin de temps pour examiner les détails avec mon équipe, dit-il lorsque Lucas conclut. « Bien sûr. » Lucas se leva, boutonnant sa veste de costume. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Bien que les marchés évoluent rapidement, comme vous le savez. » Léo le raccompagna jusqu'à la porte. « Une question avant votre départ. Pourquoi m'approcher directement? Nos entreprises ont des départements d'acquisition pour ce genre de choses. » Lucas marqua une pause, étudiant Léo avec une intensité nouvelle. « Disons que je préfère regarder un partenaire potentiel dans les yeux. Cela vous en dit beaucoup plus que les feuilles de calcul et les projections ne le pourront jamais. Et que voyez-vous? Un adversaire ou un allié de taille. Selon votre décision. » Lucas tendit la main. « J'attends votre réponse, Léo. » Après le départ de Lucas, Léo verrouilla la porte de son bureau et rejoignit Élise dans la salle de surveillance. Elle était déjà en train de revoir la réunion enregistrée, prenant des notes sur les schémas de comportement de Lucas. « Il est définitivement méfiant, dit-elle sans lever les yeux. La façon dont il a évoqué mon cas si directement. Il teste pour savoir si vous savez qui je suis. » D'accord. Léo desserra sa cravate. Mais il n'est pas certain. S'il avait des preuves, il aurait été plus direct. Ne le sous-estimez pas. Lucas excelle à paraître décontracté tout en acculant stratégiquement sa proie. Élise leva enfin les yeux, son expression troublée. La proposition est un piège. Il veut accéder à vos systèmes, à vos données. Évidemment, dit Léo, s'asseyant à côté d'elle. La question est pourquoi? Que espère-t-il trouver? Élise réfléchit à la question. Des preuves que je travaille avec vous. Des registres de transactions, des communications. Tout ce qui pourrait confirmer ses soupçons et potentiellement vous impliquer dans l'hébergement d'une fugitive. Alors nous allons lui donner exactement ce qu'il veut, dit Léo, son expression se transformant en celle qu'elle reconnaissait, celle du prédateur stratégique qui avait bâti un empire financier. Que voulez-vous dire? Nous acceptons la proposition. Avec des modifications qui limitent leur accès, bien sûr. Ensuite, nous utilisons le partenariat pour accéder à leur système. Élise le dévisagea. C'est incroyablement risqué. Risque élevé, récompense élevée. Les yeux de Léo brillaient d'une lueur déterminée. Nous avons besoin de documents internes pour prouver qu'ils vous ont piégé. Cela nous donne un moyen légitime d'entrer. Il n'y a rien de légitime dans l'espionnage industriel, Léo. Ce n'est pas de l'espionnage s'il nous invite à entrer. Son sourire avait un côté dangereux. De plus, nous ne volons pas de secrets commerciaux. Nous recueillons des preuves d'activité criminelle. Élise se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Même si nous pouvions accéder à leur système, que cherchons-nous exactement? Ils auraient purgé toutes les preuves incriminantes il y a des années. Personne ne purge tout. Il y a toujours des traces, surtout dans une organisation de cette taille. Léo se pencha en avant. Réfléchissez, Élise. Où seraient les preuves? Elle ferma les yeux, parcourant mentalement l'infrastructure de Blackwood Finance. Le service de conformité conserve des archives intouchables. C'est une exigence réglementaire. Et le père de Lucas gardait un serveur privé pour les communications sensibles. Pourrions-nous accéder à l'un ou l'autre? Les archives, peut-être, via le partenariat. Le serveur privé. Elle secoua la tête. Impossible sans accès physique à leur siège. Léo resta silencieux un moment, réfléchissant. Et si nous avions un accès physique? Élise rit, incrédule. Que suggérez-vous? Entrer par effraction dans la tour Blackwood? Pas entrer par effraction. Entrer. Invité. Léo se leva, une énergie irradiant de lui. Le gala de charité annuel de Blackwood Finance a lieu le mois prochain. Tous les acteurs majeurs de l'industrie y seront. Y compris vous? Demanda Élise. Y compris nous. Ses yeux croisèrent les siens. Si nous acceptons cette proposition de partenariat, nous serons naturellement invités. C'est la couverture parfaite. Élise sentit un frisson parcourir son échine.
Vous voulez que j'assiste à un événement rempli de gens qui savent exactement qui je suis? Des gens qui ont participé à la destruction de ma carrière? Pas en tant qu'Élise Leroy. Léo s'approcha. En tant que Manon Dubois, la mystérieuse consultante financière qui n'apparaît jamais en public. Jusqu'à maintenant. Ils me reconnaîtront. Le feront-ils? Ça fait 3 ans. Vous avez changé d'apparence, de style, de manière. Il désigna ses cheveux plus courts et plus foncés, son style de maquillage différent, les changements subtils mais significatifs de sa présentation. De plus, les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Personne ne cherchera Élise Leroy aux côtés de Léo Dupont. Le plan était audacieux, à la limite de la folie. Pourtant, Élise ne pouvait nier qu'il avait du potentiel. L'approche inattendue de Lucas avait créé une opportunité qu'il n'avait pas anticipée. C'est un pari énorme, dit-elle finalement. La vie est un pari. L'expression de Léo s'adoucit. Mais pour ce que ça vaut, je parie sur vous. La simple déclaration, livrée avec une telle conviction, toucha quelque chose de profond en elle. Si nous faisons ça, dit-elle lentement, nous avons besoin d'un plan infaillible. Des plans de secours pour chaque scénario. Et une stratégie de sortie claire si les choses tournent mal. J'y travaille déjà. Le sourire confiant de Léo revint. Croyez-moi, quand nous aurons fini, Lucas Bertrand ne saura pas ce qui lui est arrivé. Alors qu'ils commençaient à élaborer leur stratégie, Élise réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Pendant 3 ans, elle avait réagi, fui, s'était cachée, avait survécu. Maintenant, pour la première fois, elle prenait le contrôle, passant de la défense à l'offensive. Le changement était à la fois terrifiant et exaltant, tout comme la prise de conscience croissante que ses sentiments pour Léo avaient évolué au-delà de l'alliance professionnelle ou même de l'amitié. Quelque chose de plus profond se développait, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer, mais ne pouvait ignorer. Alors que Léo esquissait ses premières idées pour leur contre-attaque contre les Moreau, Élise le regardait avec des émotions mitigées. Il était devenu son champion, son partenaire dans ce jeu dangereux. Mais se permettre de ressentir plus introduirait une vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas se permettre, pas avec tout le reste en jeu. Pourtant, lorsque leurs regards se croisèrent à travers la table, la connexion entre eux était indéniable. Pour le meilleur ou pour le pire, leur destin était désormais lié. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que Lucas Bertrand avait quitté la réunion avec ses propres soupçons confirmés. Il ne pouvait pas prouver que Manon Dubois était Élise Leroy. Pas encore. Mais son instinct lui disait qu'il avait raison. Et Lucas Bertrand faisait toujours confiance à son instinct. De retour à la tour Blackwood, il passa un seul appel. « Nous avons une situation, dit-il simplement. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur la nouvelle consultante de Léo Dupont. Et je dis bien tout. » La chasse s'intensifiait. La question était maintenant de savoir qui deviendrait le chasseur et qui la proie. Le gala de charité de Blackwood Finance transforma la nef du Grand Palais en une vitrine de richesse et de pouvoir. Sous l'immense verrière, l'élite financière de Paris se mêlait aux artefacts de l'ancienne Égypte, le champagne coulant aussi librement que les informations privilégiées. Élise, désormais transformée en une version sophistiquée de Manon Dubois, se tenait au bord de la foule, luttant contre l'envie de fuir. Ses cheveux sombres étaient élégamment coiffés, sa robe bleu nuit choisie spécifiquement pour différer de tout ce qu'Élise Leroy aurait porté. Même sa posture était différente, plus confiante, plus assurée. « Vous êtes magnifique », murmura Léo, apparaissant à ses côtés avec 2 coupes de champagne. Complètement méconnaissable. J'ai l'impression d'entrer dans la fosse aux lions en portant un costume en steak. Elle accepta le champagne mais ne but pas. Les lions sont prévisibles. Ces gens sont pires. Léo balaya la salle d'un regard nonchalamment calculé. Mais le plan est solide. 20 minutes de socialisation stratégique. Ensuite, je crée une diversion pendant que vous vous éclipsez. Le plan était en effet méticuleux. Utilisant les négociations de partenariat comme couverture, ils avaient obtenu les protocoles de sécurité du bâtiment. Ce soir, alors que la direction de l'entreprise serait occupée par le gala, Élise accéderait au bureau privé du père de Lucas à l'étage exécutif sécurisé en utilisant les identifiants que Léo avait obtenus grâce à ses ressources considérables. « Voilà Lucas », murmura Élise, repérant son ex-fiancé de l'autre côté de la salle. À 3 heures, avec l'homme aux cheveux d'argent. Jean Moreau lui-même, observa Léo.
père et fils tenant leur cours. Élise hocha la tête. Ils nous observent. Laissez-les regarder. La main de Léo se posa au creux de son dos. Le contact, à la fois rassurant et possessif. Tout ça fait partie du spectacle. Le spectacle incluait la présentation de leur relation comme étant plus que professionnelle. Une manœuvre calculée pour expliquer pourquoi Léo amènerait sa consultante recluse à un événement aussi médiatisé. Le prétexte vint plus naturellement qu'Élise ne l'avait prévu, l'alchimie entre nécessitant peu de comédie. Léo Dupont. Une voix tonitruante interrompit leur conversation. Jean Moreau s'approcha, Lucas un demi-pas derrière. Heureux que vous ayez pu venir. Et voici la brillante mademoiselle Dubois dont nous avons tant entendu parler. Élise soutint le regard de Jean directement, des années de colère refoulées canalisées en un sang-froid glacial. Monsieur Moreau, votre réputation vous précède. Comme la vôtre, ma chère. Bien que trouver des informations sur vous se soit avéré remarquablement difficile. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Presque comme si vous étiez apparu de nulle part. Les meilleurs talents émergent souvent d'endroits inattendus, intervint Léo en douceur. En effet. Le regard de Lucas resta fixé sur Élise, l'étudiant avec une intensité troublante. Vous me semblez familière, mademoiselle Dubois. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne crois pas, répondit Élise, sa voix stable malgré son cœur battant. Je m'en souviendrai. Peut-être à une conférence. Je prends la parole dans de nombreux forums financiers. J'évite généralement les événements publics. Elle sourit finement. Ce soir est une exception. Pour Léo, évidemment. Lucas jeta un coup d'œil entre eux. Quelle chance il a d'avoir inspiré une telle flexibilité dans vos habitudes. L'implication flotta dans l'air, délibérément provocatrice. La main de Léo appuya légèrement plus fermement contre son dos. Mademoiselle Dubois a été un ajout inestimable à mon équipe, dit-il. Ses aperçus sur les marchés asiatiques ont été particulièrement utiles pour nos discussions de partenariat. Jean Moreau hocha la tête. En parlant de ça, nous devrions finaliser ces détails bientôt. Peut-être autour d'un dîner la semaine prochaine. Mon bureau serait plus approprié, rétorqua Léo. Mon équipe a préparé des contre-propositions à certaines de vos demandes d'accès plus ambitieuses. Une lueur d'agacement traversa le visage de Jean. Les affaires se construisent sur la confiance, Léo. Et sont vérifiées par des contrats, répondit Léo agréablement. Je suis sûr que vous comprenez. La tension fut interrompue par l'arrivée du maire, impatient de parler avec Jean. Alors que l'aîné des Moreau s'éloignait, Lucas s'attarda, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Élise. Vous savez, dit-il doucement, vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un de très spécial. Élise maintint son sang-froid. On me le dit souvent. Je dois avoir un de ces visages. Non. Lucas secoua légèrement la tête. Vous êtes tout à fait unique. Comme elle l'était. Léo s'avança subtilement plus près d'Élise. Si vous nous excusez, Lucas, j'ai promis de présenter Manon à quelques clients potentiels. Bien sûr. Le sourire de Lucas était acéré. Nous aurons tout le temps de faire plus ample connaissance grâce à notre partenariat. Alors qu'il s'éloignait, Élise laissa échapper un souffle tremblant. Il sait. Il ne peut pas le prouver, mais il sait. Alors nous nous en tenons au plan, dit Léo, la guidant à travers la foule. Plus nous sommes visibles ici, plus votre alibi est solide. Ils passèrent la demi-heure suivante à circuler stratégiquement, s'assurant d'être vus par le plus grand nombre de personnes possible. Pendant tout ce temps, Élise sentit les yeux de Lucas suivre ses mouvements. C'est l'heure, dit enfin Léo, vérifiant sa montre. Vous vous souvenez du chemin? Élise hocha la tête. Monte charge de service jusqu'au 42e étage. Couloir nord jusqu'à la suite exécutive. Bureau secondaire au bout du couloir. Le pass de sécurité fonctionnera sur toutes les portes sauf le bureau privé de Jean, qui nécessite le code que vous avez obtenu. Et si vous rencontrez quelqu'un? Je cherche les toilettes. Je me suis désorienté après un peu trop de champagne. Elle força un sourire. Ingénierie sociale de base. L'expression de Léo devint sérieuse. Si quelque chose ne semble pas normal, abandonnez immédiatement.
votre sécurité est plus importante que n'importe quelle preuve. L'inquiétude sincère dans sa voix la fit marquer une pause. Au fil des semaines où ils avaient travaillé ensemble, Léo était devenu bien plus qu'un allié. Les lignes entre leur partenariat professionnel et leur connexion personnelle s'étaient brouillées, créant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. « Je serai prudente », promit-elle. 20 minutes, pas une seconde de plus. Léo lui serra la main. « Je créerai la diversion dans exactement 5 minutes. » Élise s'éclipsa, se dirigeant résolument vers les zones de service. Derrière elle, elle entendit les premières notes d'un quatuor à cordes, le divertissement du gala commençant juste à l'heure. Le monte-charge de service était exactement là où leur renseignement l'avait indiqué. Utilisant le pass de sécurité que Léo avait procuré, Élise monta au 42e étage, le cœur battant mais l'esprit concentré. Le niveau exécutif était faiblement éclairé, les caméras de sécurité positionnées exactement comme prévu. Élise se déplaça avec confiance, sachant que les caméras ne captureraient qu'une femme aux cheveux sombres en robe de soirée. Rien pour la relier à Élise Leroy. Le bureau privé de Jean Moreau était verrouillé derrière une porte non marquée au bout du couloir nord. Élise entra le code que Léo avait obtenu, retenant son souffle jusqu'à ce que la serrure se désengage avec un doux déclic. À l'intérieur, le bureau était un témoignage de pouvoir à l'ancienne, meubles en acajou massif, livres reliés en cuir, peinture à l'huile d'ancêtre Moreau au visage sévère. Élise se dirigea directement vers la bibliothèque dissimulant l'entrée de la salle des serveurs privés de Jean, se souvenant de son emplacement depuis ses jours de fiancée de Lucas. La porte cachée s'ouvrit en douceur, révélant une petite pièce avec plusieurs serveurs bourdonnant doucement. Élise brancha le disque spécial que Léo avait fourni, conçu pour contourner la sécurité et extraire des schémas de données spécifiques. Pendant que le disque travaillait, Élise retourna au bureau principal, à la recherche de preuves physiques. Jean Moreau était de la vieille école. Il croyait aux sauvegardes papier, aux copies physiques des communications les plus sensibles. Dans le tiroir du bas de son bureau, caché sous des dossiers anodins, elle le trouva, une boîte en métal verrouillée. Utilisant les compétences en crochetage qu'elle avait acquises pendant ses années de clandestinité, Élise l'ouvrit pour trouver une collection de clés USB, chacune étiquetée avec seulement une date. Une date sauta immédiatement aux yeux, 3 jours avant que son monde ne s'effondre. Le jour où elle avait confronté Lucas au sujet des irrégularités qu'elle avait découvertes. Les mains d'Élise tremblaient alors qu'elle empochait la clé USB, puis vérifiait l'état de l'extraction de données. 90% terminé, avec 7 minutes restantes sur ses 20 minutes allouées. Soudain, des voix dans le couloir la figèrent sur place. 2 hommes se rapprochant. Moreau veut les rapports de sécurité sur son bureau ce soir, disait l'un. Il est convaincu qu'Anderson prépare quelque chose. À cette heure-ci? Le gars bat encore son plein. Tu sais comment il est. Bâtard paranoïaque. Les pas s'arrêtèrent devant la porte du bureau. Élise retint son souffle, calculant les voies d'évacuation. Il n'y avait nulle part où se cacher efficacement, pas s'ils entraient vraiment. La poignée tourna. À cet instant, une agitation éclata quelque part au loin, des cris, le son de verre brisé. La diversion de Léo, juste à temps. C'était quoi, ça? La poignée de la porte se relâcha alors que les gardes de sécurité répondaient à la préoccupation plus pressante. Va voir, ordonna l'un. Je continue la ronde. Élise resta immobile jusqu'à ce que les 2 séries de pas s'éloignent, puis retourna rapidement à la salle des serveurs. L'extraction était terminée. Elle retira le disque, effaça toute trace de sa présence et sortit du bureau. Le retour au gala fut tendu mais sans incident. En s'approchant de la nef du Grand Palais, elle put voir Léo au centre de l'attention, s'excusant profusément auprès d'un serveur couvert de champagne, source apparente de la diversion. Élise fit le tour, s'approchant de Léo d'une direction différente de celle qu'elle avait quittée, comme prévu. Mission accomplie, murmura-t-elle en arrivant à ses côtés. Le soulagement dans ses yeux était palpable. Dieu merci. Sortons d'ici. Alors qu'il s'excusait et se dirigeait vers la sortie, Lucas les intercepta, son expression indéchiffrable. Vous partez si tôt? Matinée chargée demain, expliqua Léo en douceur. La proposition vietnamienne requiert de l'attention. Lucas hocha la tête, ses yeux fixés sur Élise. Bien sûr. Les affaires d'abord, toujours. Il tendit la main, prenant la sienne. Ce fut un réel plaisir, mademoiselle Dubois.
J'ai l'étrange impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Dans une autre vie, peut-être, répondit Élise, soutenant son regard fermement. Quelque chose vacilla dans les yeux de Lucas. Reconnaissance, incertitude, défi. Peut-être. Bien que, d'après mon expérience, les gens ne changent pas autant qu'ils le pensent. Sous les nouvelles apparences, la nature essentielle demeure. Certaines personnes changent profondément, rétorqua Élise, incapable de résister à la réponse pointue. Surtout après une trahison. La prise de Lucas sur sa main se resserra imperceptiblement. Une observation intéressante. Manon a une perspicacité remarquable sur la nature humaine, intervint Léo, plaçant sa main sur celle de Lucas jusqu'à ce qu'il relâche celle d'Élise. C'est en partie ce qui la rend inestimable pour moi. La tension entre les trois était électrique, des couches de sens non dits sous l'échange civilisé. Eh bien, dit finalement Lucas. À la prochaine. Dans la voiture quittant le musée, Élise se permit enfin de respirer. C'était trop proche. Mais ça en valait la peine? Demanda Léo, faisant un signe de tête vers son sac de soirée où la clé USB et le dispositif d'extraction étaient sécurisés. Nous verrons. Elle se pencha en arrière contre le siège en cuir, l'adrénaline cédant la place à l'épuisement. Si ce que je pense être là-dessus y est vraiment. Léo tendit la main à travers l'espace entre eux, prenant la sienne dans la sienne. Quoi qu'il arrive, Élise, ce soir, vous avez tenu bon. Vous les avez affrontés. Ça compte pour quelque chose. La chaleur de son contact, la sincérité dans sa voix brisèrent son sang-froid soigneusement entretenu. 3 ans de fuite, de cachette, de reconstruction à partir de rien, et maintenant ce moment de possibilité, d'espoir, avec l'allié le plus inattendu imaginable. Merci, dit-elle doucement, de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Les yeux de Léo croisèrent les siens dans la faible lumière de la voiture. Je crois en ce que je vois. Et dès l'instant où vous m'avez donné ce conseil financier au restaurant, j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire. L'honnêteté dans sa voix accéléra son cœur. Sans trop réfléchir, Élise se pencha à travers l'espace entre eux et l'embrassa. Le baiser fut d'abord doux, puis s'approfondit avec 3 ans d'émotions refoulées, sa peur et sa solitude, sa reconnaissance de quelque chose d'authentique dans un monde d'artifice. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient de manière instable. Je voulais faire ça depuis des semaines, admit Léo, sa confiance habituelle remplacée par une vulnérabilité inhabituelle. Moi aussi, sourit Élise. Mais j'étais un peu préoccupé par l'espionnage industriel et le vol d'identité. Léo rit, la tension se brisant. Argument valable. J'espère cependant que votre emploi du temps pourrait s'éclaircir bientôt. Voyons d'abord ce que nous avons trouvé. Elle regarda par la fenêtre alors qu'ils approchaient de l'immeuble de Léo. Demain pourrait tout changer. Et ce fut le cas. Les preuves sur la clé USB et l'extraction du serveur dépassèrent leurs plus grands espoirs. Des emails entre Lucas et Jean discutant de la manière de gérer la situation Élise. Des instructions à leur service informatique pour créer de fausses preuves. Des communications avec des contacts de l'AMF pour accélérer l'enquête. Le plus accablant était un enregistrement audio de la conversation de Lucas avec son père le lendemain du jour où Élise l'avait confronté au sujet des irrégularités. Elle en sait trop, disait clairement la voix de Jean. Les comptes asiatiques, les sociétés écrans, tout. Je m'occuperai d'Élise, avait répondu Lucas. Quand j'aurai terminé, sa crédibilité sera détruite. Personne ne croira un mot de ce qu'elle dit. Après 3 ans de clandestinité, de doute, de reconstruction à partir de rien, Élise avait enfin sa justification. En collaboration avec l'équipe juridique de Léo, ils rassemblèrent soigneusement les preuves, construisant un dossier en béton qu'ils présentèrent simultanément à l'AMF, à la division des crimes financiers de la police et à certains journalistes financiers. Les retombées furent spectaculaires. L'action de Blackwood Finance chuta alors que le scandale éclatait. Lucas et Jean furent inculpés de multiples chefs d'accusation de fraude boursière, de subornation de témoins et d'obstruction à la justice. D'anciens employés se manifestèrent avec des histoires corroborantes d'intimidation et de coups montés. 3 mois après le gala, Élise se tenait dans le bureau de Léo, regardant les informations de dernière minute sur Lucas Bertrand escorté de son domicile menotté. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda Léo, venant se tenir à côté d'elle. Surréaliste. Elle se tourna pour lui faire face. Pendant si longtemps,
cela semblait impossible. Je m'étais résigné à une vie de clandestinité, à être quelqu'un d'autre. Et maintenant? Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Maintenant, je peux être à nouveau Élise Leroy. Elle lui sourit. Bien que je me sois attaché à certains aspects de la vie de Manon Dubois. Léo haussa un sourcil. Comme son travail, par exemple. Son patron est assez impressionnant quand il n'est pas arrogant. Ah oui? Léo la rapprocha. J'entends dire qu'il est complètement réformé. Humilié par une certaine magicienne de la finance qui lui a servi le meilleur conseil en investissement qu'il ait jamais reçu, avec son entrecôte hors de prix. Élise rit, le son libéré des ombres qu'il avait hantées pendant des années. Alors peut-être que Manon devrait rester comme consultante. Pour des raisons professionnelles, bien sûr. Bien sûr. L'expression de Léo devint plus sérieuse. Et qu'en est-il d'Élise Leroy? Que veut-elle maintenant qu'elle a retrouvé sa vie? Élise réfléchit à la question. L'avenir s'ouvrait soudainement devant elle. Sa réputation professionnelle était en cours de restauration. Son nom était lavé. Elle pouvait retourner dans le monde de la finance, reconstruire sa carrière de manière indépendante. Mais en regardant Léo, elle réalisa que ses priorités avaient changé. L'ambition qui la motivait autrefois avait été tempérée par l'expérience, par la perte et par la découverte de quelque chose, de quelqu'un, qui valait plus que le succès professionnel. Elle veut construire quelque chose de nouveau, dit doucement Élise. Quelque chose d'honnête. Avec quelqu'un qui a vu sa valeur quand elle n'avait rien. Le sourire de Léo était radieux alors qu'il la prenait dans ses bras. Je pense que ça peut s'arranger. Alors que leurs lèvres se rencontraient, Élise sentit les dernières pièces de sa vie fracturée se mettre en place. D'une rencontre fortuite née de l'arrogance et de la fierté, à travers le danger et la justification, ils avaient trouvé l'un en l'autre quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, la vérité dans un monde de tromperie, la force dans la vulnérabilité partagée, et un amour qui avait survécu à l'épreuve ultime. Les morceaux brisés d'Élise Leroy n'avaient pas seulement été restaurés, mais transformés en quelque chose de plus fort, de plus résilient et d'infiniment plus précieux. Et alors que Léo la tenait près de lui, elle sut avec une certitude absolue qu'aucun d'eux n'affronterait plus jamais seul les batailles de la vie.